Madame, Monsieur, merci de nous suivre sur Télé 50. Après l'inspection des travaux des sauts de mouton par les députés nationaux de Kinshasa et sur demande du président de la République de diligenter des enquêtes pour traquer les détourneurs, les parquets généraux près la cour Kinshasa Matete vient d'adresser une réquisition à experts en direction du vice-premier ministre et ministre du budget, ministre des infrastructures, ministre des finances également, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale dans l'objectif de fournir de plus amples informations sur le fonds alloué pour la construction des sauts de moutons. La justice congolaise a invité à titre d'expert plusieurs ministres du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba ayant en charge la gestion des finances et les gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete procède à une minutieuse enquête sur l'exécution de fonds de financement du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Sur instruction du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, qui veut la lumière sur la construction des sauts de moutons et des logements sociaux des militaires et autres, dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence de 100 jours initié par le président de la République. Le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, le premier à être visé, de fournir à la justice des pièces à conviction, à savoir les copies des ordres de paiement informatisés, toutes les lettres de paiement d'urgence établies en faveur de toutes les entreprises retenues dans le cadre de l'exécution des travaux de 100 jours, transmettre également l'exécution du plan des trésoreries et de décaissement des fonds en faveur des entreprises exécutant les travaux de 100 jours. Au gouverneur de la Banque centrale du Congo, délivrer à la justice un relevé complet des paiements effectués en faveur des sociétés exécutant les travaux de 100 jours et les bordereaux des paiements ainsi que les avis des crédits irrélatifs. Le vice-premier ministre en charge du budget doit apporter les copies de tous les bons d'engagement établis en faveur des sociétés exécutant les travaux de 100 jours ainsi que le numéro des dossiers irrélatifs. Son collègue des infrastructures et travaux publics est prié de mettre à la disposition de la justice les documents ci-après, la liste des entreprises retenues dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours, les documents des passations des marchés publics en rapport avec ces travaux, les statuts de sociétés ou entreprises soumissionnaires et contractuels, les contrats ou protocoles d'accord d'exécution des travaux, et ainsi que l'avis du bureau technique du contrôle. Je l'ai annoncé au sommaire fin ce lundi à Addis Abeba des travaux du 33e sommet de l'Union africaine, des assises essentiellement consacrées à réfléchir sur les voies et moyens de faire taire les armes pour créer des conditions propices au développement du continent africain. Le Sud-Africain Wamkele, 42 ans, a été élu secrétaire général de la zone de libre-échange de l'Afrique après 8 tours de scrutin. Il a battu la Nigériane Cecilia Hakim Tomide et le Congolais Faustin Luanga, pourtant donné favori pour occuper ce poste. Et l'Afrique du Sud également a été élu président de l'organisation panafricaine à travers son président Cyril Ramaphosa qui remplace à cet effet l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi et la RDC occupant la première vice-présidence. L'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Peter Pham, à Kinshasa ce lundi pour une visite officielle de 4 jours, annonce la section des affaires publiques de l'ambassade américaine. L'arrivée du diplomate américain s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement des États-Unis d'Amérique envers le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité conclu par les États-Unis et la RDC. Regardez. Une fois arrivé à Kinshasa ce lundi, dans le cadre d'une visite officielle de 4 jours, soit du 10 au 13 février prochain, le diplomate américain Peter Pham va entre autres rencontrer le président Félix Tshisekedi ainsi que d'autres responsables tant du monde religieux que politique. Selon le communiqué de la section des affaires publiques de l'ambassade américaine en République démocratique du Congo qui relaye cette nouvelle, la visite de l'envoyé spécial de la Maison-Blanche s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié américano-congolais établi en avril 2019 lors de la première visite du président Félix Tshisekedi au pays de l'oncle Sam. À en croire le même communiqué, cet accord conclu entre la RDC et les USA renforce les liens entre les deux nations en mettant un accent particulier sur l'amélioration de la gouvernance, la promotion de la paix et de la sécurité, la lutte contre la corruption, la promotion des droits de l'homme et la création des conditions permettant des investissements américains plus accrus et la prospérité du peuple congolais.
Rappelons que la dernière visite de Peter Pam en RDC date de février 2019, au lendemain de la passation pacifique de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et puis, petit changement à la tête de l'axe nord de l'opération Soukola 1. Le général de brigade André Eonza Ouketi prend la place de son collègue, le général de brigade Chico Chitambwe Jérôme, rappelé à Kinshasa par la hiérarchie pour consultation. C'est désormais le numéro 2 de la 32e brigade des réactions rapides RR qui commande dès ce jour les troupes des FARDC engagées dans la traque des territoires de l'ADF et d'autres groupes armés au nord du territoire de Béni. Martial Bendelo est notre envoyé spécial dans la région. La cérémonie relative a été présidée par le général-major Fall Sikabwe, commandant de la 3e zone de défense, en présence du commandant secteur opérationnel Grand Nord de l'opération Soukola 1, le général de brigade Jacques Ndourou Ichaligonza. Mais sur les plans opérationnels, rien ne change. Les objectifs assignés restent les mêmes. L'éradication totale du terrorisme dans cette partie du pays et ainsi permettre aux populations civiles de reprendre normalement leurs activités quotidiennes, indique le général Sylvain Ekenge, porte-parole adjoint des FARDC. La mission ne change pas. La mission, c'est traquer l'ennemi, le poursuivre jusque dans son dernier retranchement, et ce qui est en train d'être fait. Et nous sommes en train de tout faire pour que la population vive calmement. Ce qui est vrai, c'est que l'assurance totale n'existait pas pendant la guerre. Il n'y a pas une guerre avec risque zéro. Il n'y a pas une guerre sans mort. La guerre s'appelle guerre parce qu'il y aura toujours des morts du côté de l'armée comme du côté des civils. Mais notre devoir est de stopper de ces actions de l'ennemi. Quant à la virulence de l'ennemi dans la partie ouest du territoire de Béni-Nord-Kivu ainsi que dans les territoires voisins de Mambasa dans l'Ituri, l'armée rassure de sa détermination et son engagement afin d'épargner au maximum les populations civiles des exactions cruelles des ADF. Le général André Eonza, tombeur de la vallée des Moalika, était jusqu'ici commandant Axe Sud, mais avec ses nouvelles responsabilités, beaucoup de défis l'attendent, principalement mettre fin aux tueries massives devenues insupportables dans la région. Et puis c'est parti pour l'opération d'identification des enseignants et école nouvelle unité à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le go a été donné ce lundi par le ministre de tutelle Willy Bakonga. Le gouvernement de la République, par mon ministère, lève ce jour ces moratoires afin de permettre la prise en charge de cette catégorie d'enseignants et établissements nouvelles unités pour une mise en œuvre efficace de la gratuité de l'enseignement primaire devenue aujourd'hui irréversible et indiscutable. Ainsi donc, à dater de ce lundi 10 février 2020, des équipes de superviseurs nationaux seront déployées dans toutes les provinces en vue de procéder avec les responsables locaux à l'identification des enseignants, écoles et bureaux gestionnaires nouvelles unités. Pour ce faire, toute manœuvre dilatoire tendant à recruter de nouveaux agents ou à gonfler subtilement les effectifs sera sévèrement sanctionnée et les auteurs déférés devant la justice. C'est une mise en garde sévère. Je demande donc aux autorités provinciales ainsi qu'à toute la communauté d'apporter leur soutien à cette opération pour matérialiser l'engagement du gouvernement de la République. Sur ce, je déclare lancer l'opération d'identification des enseignants, écoles et bureaux gestionnaires nouvelles unités sur toute l'étendue du territoire national. La délégation intersyndicale de l'université de Lubumbashi en mission à Kinshasa a discuté ce lundi avec le vice-ministre du budget autour de l'impôt professionnel sur les revenus IPR. Il faut le dire, cette exigence légale fait couler beaucoup d'encre et des salives et les secteurs des LSU ne fait pas exception. D'après le professeur Jean-Claude Moquette, président de l'intersyndicale des Linilou, l'IPR est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était une visite de courtoisie. Nous sommes en délégation syndicale pour rencontrer son Excellence Monsieur le ministre de l'ISU et les différentes associations syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire. Eh bien, nous avons été avec le vice-ministre dans la mesure où il est d'abord notre syndiqué. Je suis le secrétaire général de la CASUL et lui est membre de la CASUL. Alors c'était une visite de courtoisie.
et en même temps nous avons échangé sur quelques problèmes de l'heure, notamment l'IPR, l'impôt professionnel sur la rémunération, qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça fait déborder le vase dans la mesure où l'IPR, d'accord, c'est un impôt, nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas des inciviques, nous sommes des civiques. Mais alors, l'État n'a pas que le devoir, l'État a aussi des obligations. Nous avons dit au vice-ministre que l'État a des obligations. Il peut prélever les impôts, mais il doit aussi savoir qu'il doit améliorer les conditions sociales. C'est là le hic. C'est là que le problème se pose. On prélève les impôts, d'accord, mais quelles sont les conditions sociales des travailleurs? Exclusion des 6 étudiants de l'Institut supérieur technique et appliqué ISTA après les récents troubles enregistrés au sein de cet établissement. Cette mesure vise à assurer un climat serein propice à l'enseignement. L'annonce est faite par le DG de cet institut, Pierre Kassengedia. Le comité de gestion, après avoir examiné leur cas, a décidé de renvoyer définitivement, à part ces 3 inciviques. Il y a d'autres, le jour du 27 janvier 2020, ils se sont mis à intoxiquer en annonçant à la communauté estudiantine que nous avions fixé les montants à 600 000. Et aussi, nous venons de décider le renvoi définitif. Il s'agit de Dungumboyo, LMD. Donc il doit être de première licence LMD, Kosindesha, première licence LMD aussi, Muyanga Bolbat, et puis Wapaba Isaac, G3 Etri, Malou Malonga, Makiese Belita. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire solennellement, au nom du comité de gestion que j'ai l'honneur de présider, on ne peut pas prendre en otage une université, une école polytechnique, par certains individus qui ne comprennent pas l'importance des études. Les cours vont reprendre après-demain. Lorsque les étudiants vont venir, ils doivent payer la compte. S'ils ne payent pas la compte, qu'ils ne viennent pas. Et puis le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé le début de l'identification obligatoire de tous les motocyclistes exerçant sur l'étendue de la capitale ce lundi 10 février. Selon le ministre provincial des Transports, cette décision est motivée par des raisons de sécurité. Selon le ministre provincial de Transport, l'identification se fera par district, nom, parking et numéro de châssis. Les taxis-motos de chaque district auront l'air chassible et casque. Les motards inscrits dans un district ne sera pas autorisé de rouler dans un autre district. Les prix à payer par district est fixé à $20, ce qui voudrait circuler dans toutes les 24 communes de la capitale, devront débourser $500 pour une période de 6 mois. À en croire Honoré Mbokoso, l'identification obligatoire de motards est une décision sécuritaire prise pour lutter contre la criminalité qui s'opère à l'aide de moyens de transport difficilement identifiables. Plusieurs motocyclistes opèrent sans permis de conduire et la majorité des motos sans plaque d'immatriculation. De leur côté, les motocyclistes s'opposent à cette identification et aux frais fixés par le ministre provincial de Transport. Il faut en remarquer que l'acquisition d'une moto est pour la quasi-totalité des motocyclistes les frais d'énormes sacrifices. On va prendre ce communiqué de la Direction générale des recettes de Kinshasa qui fait le point sur les paiements des impôts fonciers et sur l'impôt sur le revenu locatif. Un guichet est placé à la place de la gare centrale et la date butoir a été prolongée de 2 semaines. Regardez. Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les contribuables à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs que le délai initialement prévu au 1er février 2020 a été prolongé de 2 semaines par le gouverneur de province, l'honorable Chantini Ngobila Mbaka. À ce jour, nous avons remarqué le passage du premier citoyen de la ville de Kinshasa, le gouverneur de province, l'honorable Chantini Ngobila Mbaka, qui est passé pour payer ses impôts. Nous avons aussi remarqué la présence du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa,
l'honorable président Mpoi. Nous avons remarqué la présence aussi du ministre d'État, l'excellence Manjolo, de la coopération. Nous attendons les autres à la gare centrale. C'est ainsi que nous invitons ceux qui ne sont pas encore passés, des ministres nationaux, des ministres provinciaux, des hommes d'affaires, tant nationaux qu'internationaux, qui possèdent des biens ici à Kinshasa, de venir s'acquitter de leurs devoirs civiques. Nous vous attendons à la gare centrale, le guichet installé uniquement pour ce paiement VIP. Vous serez reçus par moi-même. Merci. Licencié le vendredi dernier par la BBC Afrique pour faute grave en ayant justement réalisé et diffusé une interview controversée sur le génocide rwandais avec l'essayiste camerounais Charles Onana, le journaliste congolais Jacques Matande peut compter sur les soutiens de ses confrères journalistes francophones africains. Une pétition a été lancée pour exiger son retour et dénoncer à la fois une atteinte grave à la liberté d'expression par la BBC Afrique. Retour sur les faits dans ce récit. L'interview réalisée avec Charles Onana avait été diffusée en novembre dernier sur les antennes de la radio ainsi que sur les sites internet du média. Charles Onana a toujours soutenu et défendu la thèse selon laquelle l'armée patriotique rwandaise dirigée alors par Paul Kagame se serait opposée lors du génocide de 1994 à la venue d'une force multinationale. Des allégations contestées par le Rwanda qui a menacé des poursuites judiciaires contre le média en l'accusant d'avoir été injuste, biaisé et inexact. Craignant ainsi sur sa réputation et les coûts importants qu'aurait occasionné une cessation d'activité dans le pays, le média britannique a exigé des explications à Jacques Matande qui aurait, d'après le média, pris l'initiative de mener l'interview sans avoir respecté les lignes directives de la politique éditoriale globale de la BBC. À la suite de son licenciement sans préavis, une pétition a été lancée les week-ends derniers en faveur du journaliste congolais. Les pétitionnaires exigent le retour du journaliste à son poste et la démission de Anne Luc Thiam, rédactrice en chef de BBC Afrique basée à Dakar, qui a réagi manifestement sous la pression du gouvernement rwandais, d'après les pétitionnaires. La section du syndicat des professionnels de l'information et de la communication sociale du Sénégal de BBC Dakar a également apporté son soutien à Jacques Matande. Pour sa part, l'Union nationale de la presse congolaise a réprouvé cette décision qu'il qualifie d'inique et exprime également sa solidarité aux journalistes qui a longtemps exercé en RDC tout en envisageant un embargo total de BBC sur toute l'étendue de la RDC. Les responsables des associations phares qui soutiennent les actions d'Emmanuel Ramazani Shadary dans la ville de Kindu se sont réunis dimanche à l'espace Shadary pour la première rencontre de l'année 2020 sous la conduite de leur coordonnateur national Emedi Ramazani qui a salué le courage et l'engagement indéfectible de ce dernier par l'accompagnement sans relâche de ce leader politique et leur ami, le secrétaire permanent du PPRD. Selon Emedi Ramazani, Emmanuel Shadary, l'ancien candidat à la présidentielle de 2018, devra renaître plus fort politiquement vu ses compétences et expériences en politique, des qualités auxquelles s'ajoutent l'intégrité et le pragmatisme. Le coordonnateur national de Hachama a apporté une bonne nouvelle à la population de la ville de Kindu, notamment la disponibilité des démoteurs hors bord qui vont bientôt aider pour la traversée du fleuve Congo qui séparera la ville. Les œuvres et la théorie chadariste au maniement ont bel et bien réussi 2 moteurs hors bord et ces 2 moteurs vont servir une sorte d'autoprise en charge. Au lieu de commander ça et là, nous avions dit autrefois que nous sommes une association et en tant qu'association, nous voulons tout justement se prendre en charge. Ces 2 moteurs-là constituent, n'est-ce pas, un premier geste au travers de la jeunesse qui a manifesté le désir de se prendre en charge. Monsieur Emedi a annoncé une série de visites qu'il va effectuer dans différentes cellules et ses associations toujours à Kindu pour un réconfort moral.
Et puis les problèmes d'insécurité et chômage préoccupent de plus en plus les jeunes du territoire des Nyiragongo au Nord Kivu. Dans le cadre de ces vacances parlementaires dans le village Kiziba 2, les députés Singoma, qui a rencontré ces jeunes, a promis de soumettre ces problèmes au gouvernement lors de la prochaine session à l'Assemblée nationale. Pacheco Kavundama. C'est au village Kiziba, dans le territoire de Nyiragongo, que le député national élu de cette circonscription électorale a échangé avec sa base dans le cadre de ses vacances parlementaires. Dans son message, Singoma Mwanza a sensibilisé la population à la paix. Il a également parlé de certains projets de développement. Il demande ainsi aux jeunes de se désolidariser des groupes armés. J'ai lancé aussi un appel, en tout cas à tous ceux qui sont dans les forêts, donc qui font ces activités de milice. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, et même tous, nous a demandé à les sensibiliser, de quitter en tout cas ces activités-là, de venir dans la vie civile pour que notre État puisse les encadrer. Les habitants de Kiziba, qui étaient nombreux pour écouter leur député national, ont soulevé plusieurs problèmes, notamment l'insécurité et le chômage. Singoma Mwanza leur a promis qu'il est là pour plaider auprès du gouvernement afin que le territoire de Nyiragongo se développe. L'autre problème, bien sûr, ça concerne le chômage des jeunes, parce que les jeunes n'ont pas beaucoup d'opportunités d'emploi. Mais j'ai répété aux jeunes que l'important. Notons que cet échange entre le député national Singoma Mwanza ainsi que sa base était aussi une occasion pour lui de remercier la population pour lui avoir voté. Sa fondation promet également qu'elle va continuer à distribuer de l'eau potable aux habitants de Nyiragongo pour éviter les maladies hydriques. On va prendre à présent le rappel des principaux titres.